Ouvrons le premier livre du soir, Où se cache l'aube pendant la nuit. C'est un roman. Hervé Madaya, bonsoir et bienvenue sur Le Point littéraire. Bonsoir à vous, bonsoir chers auditeurs, je suis ravi d'être là. Vous êtes né à Lolodof, dans le sud Cameroun, vous avez vécu à Yaoundé, vous avez découvert la littérature en participant à des ateliers d'écriture. Par la suite, vous avez rencontré votre éditeur actuel, François Kémé, et vous avez publié votre tout premier roman sur la trace de Sahel en 2009. Tout à fait. Il faut dire que aujourd'hui, Où se cache l'aube pendant la nuit est une réédition du livre en question. Oui, Sur la trace de Sahel était mon premier roman et j'ai reçu un certain nombre de critiques qui m'ont interpellé sur le fait que le roman n'était pas suffisamment abouti. Et personnellement, je me suis remis en question et je l'ai relu plusieurs fois et il m'a semblé qu'il y avait encore des choses à dire, des choses à développer. La fin était un peu pas tout à fait terminée. Oui. Voilà. Et donc j'ai voulu aller jusqu'au bout de ce travail. Alors, plus tard, vous avez aussi publié Le Bleu de mon regard, un recueil de textes poétiques accompagné de photographies, et aussi Esclaves aux trois rivières, aux éditions Violence, Faites aux femmes, et La quête identitaire, aux éditions Les Points sur les i. Alors, finalement, on peut se dire que pourquoi est-ce qu'on est absolument revenu sur son premier amour, son premier essai? Son premier amour, vous pouvez le dire comme ça. Sur la trace de Sahel, c'est le roman qui m'a révélé. Oui. Qui m'a révélé à Yaoundé, mais je crois qu'il n'a pas touché son public. Donc c'est l'une des raisons qui m'ont poussé à retravailler sur ce roman et à le proposer en France à un éditeur qui s'appelle L'Orpailleur et qui a accepté de le publier. Et donc l'éditeur a été d'accord pour réserver les droits de l'Afrique à François Kémé pour les éditions Proximité. Revenir à son premier roman pour ces raisons-là, notamment pour des raisons très personnelles aussi, c'est que le roman reflète le parcours de l'écrivain. Oui. L'œuvre reflète le parcours de l'écrivain et ce roman-là, qui n'était pas tout à fait abouti, il y avait un peu comme mon propre parcours, ma propre démarche. Il était resté suspendu peut-être parce que je ne m'étais pas encore trouvé vraiment, parce que je cherchais encore du travail, parce que je cherchais encore ma voix, comme on dit. Et je suis allé en France où j'ai repris des études, j'ai eu un travail, je me suis installé. Et là, je me suis dit, pourquoi ne pas retourner sur mes pas et déblayer ce que j'ai laissé là derrière pour pouvoir repartir, pour pouvoir aller de l'avant. Où se cache l'aube pendant la nuit, c'est un roman qui a été préfacé par Djali Amadou Amal. Donc on est vraiment dans le processus de perfectionnement, sinon d'amélioration de la qualité première. Ici, en première de couverture, on est interpellé tout de suite par l'image, une très jolie dame, avec beaucoup de parures sur elle. Ça nous laisse tout de suite voir derrière une histoire qui finit peut-être bien ou on est un peu perdu. Pourquoi ce choix de la première des couvertures? Une image parlante, une image qui s'adresse, qui interpelle un certain public. Une image plutôt pensive, je dirais qu'elle est méditative. Oui. Cette image, elle reflète bien le contenu du roman. Oui. Voilà, c'est pour ça que je l'ai choisi. Le personnage principal, Connie, est une jeune fille qui grandit dans des conditions difficiles. Elle va rencontrer plus tard un homme qui a beaucoup d'argent. Et tout de suite, elle se dit qu'elle finira sa vie avec lui et faire un enfant, sauf que l'enfant est enlevé. Va-t-on retrouver l'enfant? Là est toute une autre histoire. Il va bien falloir lire le livre pour pouvoir... On ne va pas leur raconter toute l'histoire, oui. Vous avez raison. Comme toute personne amoureuse, follement amoureuse, l'amour rend aveugle, comme on dit. Et donc, Connie est aveuglée par ses sentiments pour Alassane. Elle pense que c'est l'homme de sa vie. Elle pense que c'est l'homme qui va la sortir aussi de la misère. Oui. Et à juste titre, parce qu'elle vient d'une famille défavorisée, une famille éclatée.
aussi, parce que le père est parti pour une autre femme, la mère est restée malheureuse, est devenue la risée du village, et donc Connie va aller chercher sa vie, comme on dit, en ville, pour pouvoir redorer le blason de sa mère et aussi de la famille. Alors on se dit tout de suite que la douleur est plus rude lorsque on est poignardé par la personne qu'on aime le plus. Celui qui apparemment ne représentait pas au premier abord, on peut dire, une menace. Oui, la douleur est toujours rude quand on découvre la vérité, quand on a fait confiance, quand on s'est donné entièrement à la personne et qu'on se rend compte que finalement, elle n'était pas aussi sincère que nous l'étions. Dans le cas de Connie avec Alassane, c'est un amour qu'on pourrait qualifier d'amour à sens unique. Oui. Elle croit qu'elle est aimée, elle est follement amoureuse. Elle ne voit pas, elle n'interroge pas les preuves d'amour. Et donc, elle est complètement dans cette histoire, elle y croit. Elle y croit à fond. Elle veut être sa femme, elle veut être la mère de ses enfants. Parce qu'il est bel homme, mais parce qu'il a aussi des moyens financiers. Je pense que l'amour est influencé par tout un ensemble de facteurs qui dépendent aussi, qui dépendent aussi du milieu d'où on vient, du milieu auquel on appartient. Une personne qui vient d'un milieu défavorisé peut être attirée par le matériel, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des sentiments. Dans le cas de Connie, elle est vraiment amoureuse. Ma démarche a consisté à montrer, dès le départ, de cerner toute la psychologie du personnage de Connie, de telle sorte qu'il n'y ait pas que le matériel qui apparaisse dans ses motivations, mais qu'il y ait vraiment de l'amour et l'amour sincère. Est-ce qu'on peut se dire qu'on peut le ressentir? Oui, le diable, on peut le retrouver même à l'église. Parce que la rencontre entre les deux tout heureux, c'est dans une retraite spirituelle. L'amour, on peut le rencontrer partout. On peut le rencontrer au cours d'un voyage, dans un avion, dans un car de transport. On peut le rencontrer au marché. On peut le rencontrer dans une salle d'attente, partout. L'amour peut aussi disparaître directement en un claquement de doigts. Oui. Sa mère qui vivait avec un homme qu'elle supportait, son père notamment, mais du jour au lendemain, il décide d'aller voir ailleurs. On entre dans l'analyse du système familial, là, avec un père qui s'en va, une présence paternelle qui tout d'un coup disparaît, alors que Connie avait une relation fusionnelle avec son père. Et une mère qui reste là, quel est l'impact que va avoir cette séparation? Quel est l'impact des divorces et des séparations sur les enfants? Voilà, c'est aussi cet aspect que je voulais interroger. Où est la pierre sur laquelle Connie a trébuché? Voilà. C'est une expression que j'utilise quelque part dans le livre. Quand elle part et qu'elle tombe dans les filets d'un marchand d'illusions, c'est bien parce que quelque part en elle, il y a une faille. C'est parce qu'il y a une blessure qu'elle cherche à combler de cette façon-là. On tombe sur la mauvaise personne, on a envie de remplir un manque affectif et on est vulnérable. La pierre sur laquelle elle a trébuché ici, pour moi, elle se trouve dans le cadre familial, dans l'environnement familial en tout cas. On peut se dire que le vécu au niveau de la famille peut nécessairement conditionner notre façon de voir. Absolument, absolument. Je parle de ces jeunes qui se sentent très tôt responsables de leur famille et de leurs parents. Et Connie et Mo, qui est sa grande sœur, en font partie. Les parents divorcent, et même que les parents divorcent ou pas, qu'on soit l'aîné de la famille ou non, très tôt on se sent responsable de ses cadets, de sa mère, de son père, et on a envie de partir pour pouvoir les rendre fiers, pour pouvoir apporter de l'argent. Il faut dire généralement que lorsqu'il y a des séparations, puis des familles recomposées, il y a des enfants qui naissent. Heureusement, dans le livre, les enfants ne se détestent pas comme on a souvent l'habitude de le voir. C'est vrai que quelquefois, l'enfant peut représenter, sinon l'élément palpable de la trahison, mais il ne faut pas en vouloir à l'enfant. C'est peut-être aux adultes. Non, l'enfant n'est pas responsable. L'enfant n'est responsable de rien. Ce sont les adultes qu'il faut. Dans mon travail, en dehors du travail d'écrivain, je suis éducateur spécialisé. Et donc, je travaille dans la protection de l'enfance. Et justement, je rencontre des situations tellement variées, tellement diverses, dans lesquelles on nous dit
il faut aller intervenir pour l'enfant, mais je demande toujours aux parents, est-ce que vous êtes prêts à entendre des choses sur vous? Parce que dans 98% et même 100% des cas, le problème vient du parent. Oui, les parents. Alors une histoire comme celle-ci, elle est contée, on se balade à travers les difficultés que peuvent vivre certains, on va dire certains Camerounais. D'abord, on quitte la vie difficile à Lolodorf, on va à Yaoundé où on essaye de survivre, il y a des quartiers difficiles, des quartiers où il n'est pas évident de se nourrir. On a voulu amener le lecteur à être en contact direct avec ces difficultés-là. On va dans les quartiers où la vie nous mène. On ne va pas aller vivre à Bastos alors qu'on n'en a pas les moyens. On ne va pas aller vivre à Santa Barbara alors qu'on n'en a pas les moyens. Et donc, Connie arrive en ville et elle va vivre chez sa sœur. Sa grande sœur Mo, qui, elle, est déjà en couple avec quelqu'un qui ne l'a d'ailleurs pas épousé. Le vie en reste. Le vie en reste. Une autre réalité difficile. Tout à fait. Et donc, une autre réalité aussi qu'il convient de dénoncer. Et donc, Connie va s'installer dans cet univers-là et Mo, qui est très responsable, la prend sous son aile, va la scolariser, va vouloir lui donner un avenir prometteur, mais Connie est libre aussi de choisir sa propre voie. Alors, on rencontre aussi des difficultés dans le couple parce que le mari peut perdre le travail. Du jour au lendemain, on se retrouve sans rien. C'est la femme qui supporte les charges de la maison. Alors, finalement, l'homme est un peu émasculé. C'est pas évident. Ce sont des difficultés, des réalités de la vie qu'on peut croiser. Oui, c'est toute la problématique des relations hommes-femmes, toute l'ambiguïté de la situation. L'homme et la femme sont complémentaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme peut très bien perdre son travail sans pour autant se sentir diminué. Ouais. Il existe un rôle dans lequel on enferme les hommes et qui fait que, à la moindre difficulté, l'équilibre du ménage peut basculer parce que l'homme se sent émasculé, comme vous dites, comme je l'ai noté dans le roman, et la femme aussi est enfermée dans un rôle, dans une posture où elle est inférieure. Oui, mais c'est pas bien perçu en Afrique de toutes les façons que l'homme se fasse, entre guillemets, entretenir. Même si c'est pour un moment. Ce n'est pas perçu parce que l'homme, on le met sur un piédestal, dans une situation de supériorité. Il n'y a pas de hiérarchie dans le couple. Un homme peut perdre son travail. Si madame travaille, elle peut aussi payer le loyer, elle peut accomplir toutes les tâches qu'un homme peut accomplir. Heureusement, ça change dans les sociétés et les mentalités évoluent. Les mentalités évoluent. Alors, Hervé Madaya, vous allez présenter le livre à Yaoundé très bientôt. Très bientôt, je le présente à l'Institut français de Yaoundé le 5 juillet à partir de 16h. C'est un vendredi, je pense. C'est un vendredi. C'est un vendredi, donc vous avez dit à partir de... À partir de 16h, le 5 juillet à partir de 16h. C'est un livre, oui, c'est un livre véritablement qui passe en revue beaucoup de thématiques qui sont évoquées, liées à la famille, le voisinage, la vie en ville, au village. Et surtout, ce qui nous intéresse, ce sont les racines. Quelquefois, il faut rentrer la Wanene. Tout à fait. C'est un livre ancré dans les réalités africaines. Qu'on soit camerounais, ivoirien, sénégalais, on se retrouve tous dans ce livre. Alors, Hervé Madaya, on l'a dit, le 5, à l'IFC. Juillet, à l'IFC à partir de 16h. Venez nombreux. Merci d'être passé pour échanger avec nous sur ce livre, Où se cache l'aube pendant la nuit. Un titre qui est peut-être une question, qui trouve une réponse à l'intérieur. Merci de m'avoir invité. Il faut lire le livre pour savoir pourquoi ce titre. pour savoir, voilà, est-ce que Connie finit par trouver l'aube ou pas dans sa longue nuit. Merci. À présent, nous rejoignons Aurore Ndiéré 3. Bonsoir et bienvenue sur le point littéraire, chère dame. Bonsoir, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous accueillir. Vous avez proposé, vous proposez un livre assez intéressant, c'est L'ombre de ma mère. L'ombre de ma mère. Une pièce de théâtre. Oui. Inspirée des faits réels ou simple création? Non, réel.
Ici, vous mettez en lumière les difficultés que rencontrent des enfants qui peuvent naître porteurs du virus du VIH-Sida. C'est une dure réalité. Triste aussi. L'ombre de ma mère se raconte l'histoire déchirante d'une jeune fille de 14 ans, née avec le poids d'une société indifférente et cruelle, porteuse du VIH dès sa naissance. Elle fait face au rejet constant de la société, à l'indifférence de ses proches. Et quand elle cherche à lutter pour trouver sa place dans une société qui la rejette, elle fait donc la rencontre spirituelle avec sa mère défunte qui cherche à lui apporter force et compassion dans les moments difficiles. Heureusement, sa mère est là, peut-être en esprit, mais les réalités, les difficultés sont énormes à tous les niveaux, au niveau familial. Même la grande sœur de sa mère fait tout de suite la discrimination lorsqu'il s'agit de manger à table avec ses enfants. C'est triste, mais c'est ce qui se passe en réalité. Nos familles sont parfois ou souvent, très souvent cruelles, je vais dire ça comme ça. J'ai été témoin de plusieurs histoires de ce genre et je me suis dit pourquoi pas, Aurore, pourquoi pas te servir de ce que tu as pour partager avec le monde. Oui. Même à l'école, stigmatisation, celle-là va bientôt mourir, ce sont des colibets qui sont lancés. Est-ce que pour une jeune enfant, ce n'est pas un poids assez difficile à porter? Très, très lourd, très, très lourd. C'est pour ça que dans cette pièce, j'ai fusionné la vie, le vivant et l'au-delà parce que pour ceux qui ont déjà perdu des membres très chers, il y a toujours cette présence éthérée qui vient nous remonter le moral même sans le savoir. On est toujours accompagné de la mort, on va dire comme ça. Et il y a toujours un mort qui est avec nous, soit un parent, soit un ami, soit un frère. Et dans la pièce, c'est la mère qui est en constante présence avec sa fille. Elle s'appelle Princesse, sa mère est décédée, c'était une femme qui a vécu, on va dire, elle a vécu son temps, elle était en contact avec des hommes très influents, elle vivait comme une dame de l'heure. C'est aussi, on va pas parler de faute, on va dire simplement que malheureusement, elle n'a pas pris les bons chemins. Et aujourd'hui, les conséquences tombent sur sa fille. Oui, c'est pour ça l'ombre de ma mère, parce que malheureusement, la jeune fille vient encaisser, on va dire, les erreurs de sa mère partie. C'est pour ça que dans cette pièce, j'interpelle aussi les parents à la responsabilité parentale, oui, à faire preuve de beaucoup de conscience, de retenue, parce que si on se met à fouiner, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi l'enfant est né si elle n'a pas pris les médicaments, comme ça, comme si, tu vois qu'il y a un peu d'égoïsme de la part de la mère et c'est pour ça que cette pièce aussi prône le pardon parce que la présence de la mère, la présence constante de la mère, c'est aussi pour implorer le pardon de sa fille. Mais il y a des erreurs assez difficiles. Est-ce qu'on peut véritablement rattraper tout cela? Peut-être que la pièce de théâtre parle à ceux qui sont vivants encore aujourd'hui. Même si on a la chance d'être dans les arcanes du pouvoir, dans les couloirs huppés, il faut faire attention car les conséquences peuvent être pas toujours au bout de chacun. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire preuve de retenue dans nos actions. C'est vraiment important, très important. Et aussi, ne pas jeter la pierre à ces enfants-là qui n'ont pas demandé à naître ainsi. Oui, à d'être porteur du virus. Oui, malheureusement, même, il y a la responsabilité au niveau aussi du corps médical qui... c'est triste, mais qui ne participe pas favorablement à leur suivi. On parle trop de politique, du moins c'est ce que la pièce de théâtre nous demande. On parle un peu trop de politique et on oublie des problèmes de société qui sont réels.
et même de proximité. Ne nous laissons pas distraire par les lignes politiques qui sont dans la pièce. C'est un choix de l'auteur que je suis d'insérer ça parce que en fait nous respirons politique malheureusement dans notre pays et malheureusement pour moi, je dis bien pour moi, presque tous les mots qui sévirent ici c'est à cause ou en grande partie où la politique a contribué quoi. Je vais dire ça comme ça. Et ces quelques lignes qui parlent de politique sont les notes du dramaturge comme des tests de transition. C'est pour ça que j'ai voulu, j'ai inséré ces tests-là avant chaque acte. Et avant chaque acte, je mets un compte à 1, 2 pour dire que, attention, ne nous perdons pas, revenons sur le vif du sujet et tout. C'est pour ça, si... Restons focus sur l'essentiel. Ah oui. Alors, la pièce de théâtre est adressée à qui? Ça concerne qui? L'ombre de ma mère est un appel au monde pour un appel universel d'amour. C'est adressé à moi, à toi, à tout le monde. Ça concerne tout le monde. Les faits de sens sont recherchés. Qu'est-ce qu'on devrait changer autour de nous, dans notre perception, peut-être des personnes vivant avec le VIH-Sida? Pardon, Quel est le regard? Qu'est-ce qu'on devrait véritablement changer dans notre perception, dans notre façon de voir les personnes souffrant du VIH-Sida, surtout les enfants qui sont nés déjà porteurs de la maladie? On doit les regarder comme tout autre enfant. C'est ce que moi je souhaite en tout cas. Parce que pour moi, il n'y a pas de différence. Peut-être, nous tous sommes malades, nous avons les maladies que nous ignorons et tout. Donc, pour eux, c'est juste visible. Mais sinon, moi, il ne devrait pas avoir de différence entre une X personne malade ou autre. Le fait de manger dans le même plat qu'une personne qui est porteur du virus ne va pas du tout. Je veux dire, ça ne va pas traverser de la peau de la personne pour vous retrouver. Ça ne sert à rien de stigmatiser, d'interdire par exemple aux enfants de jouer entre eux. Autant de petites leçons qui paraissent banales. Pourtant, qui devraient meubler les esprits des uns et des autres quand on sait que chaque fois qu'on dit qu'un tel ou un tel autre est porteur de la maladie, tout de suite, ça crée des petites stigmatisations, on veut être à l'écart. Véritablement. Alors, le livre sera également présenté à Yaoundé. Mais cette fois-ci, c'est samedi. Demain, à partir de 10h au Musée national, dans le cadre de lecture-débat organisé par l'association Avancée. Oui. Donc, il y aura une lecture de l'ouvrage et puis vous passerez devant les lecteurs pour donner certainement vos motivations. Pourquoi faut-il lire finalement cette pièce de théâtre? Parce que c'est un sujet un peu, on va dire peut-être un peu démodé pour certaines personnes le pensent. Mais je pense que c'est encore un sujet où il faut avoir beaucoup de dialogue, il faut avoir des débats autour, il faut sensibiliser les femmes, beaucoup plus les femmes, parce que c'est nous les porteuses de vie. Donc, je pense que c'est encore un sujet vraiment qu'il faut mettre encore sur la table. En tout cas, vous avez commencé à faire le travail, votre chantier, Aurore Ndiéré 3. On sera évidemment ensemble certainement demain samedi pour découvrir, je veux dire redécouvrir la pièce de théâtre parce que donc, beaucoup de courage pour la suite en tout cas. Merci beaucoup.